Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Jérémy Lamry, chercheur, entrepreneur, qui publie 2045 futurs possibles, comment s'y préparer. Il développe notamment le concept d'économie quaternaire. Explication dans une minute. Dans notre débat, on verra comment lutter contre la désinformation climatique en décortiquant les résultats d'une étude menée par Data for Good. Les cas sont nombreux, notamment dans les médias traditionnels. Et puis, dans notre rubrique Smart Ideas, je vous présenterai Amphitrite ou comment exploiter les courants océaniques pour économiser temps et carburant dans le transport maritime. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Jérémy Lamry. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes chercheur, entrepreneur. Vous publiez ce livre 2040, 5 futurs possibles. Comment s'y préparer? C'est aux éditions Erol. Pourquoi vous l'avez écrit? C'est quoi l'ambition de ce livre? L'ambition de ce livre, c'est de proposer un projet de société. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait faire le constat des problèmes. Le dérèglement climatique, les crises qui s'accumulent, les écarts. Mais en revanche, quand on parle d'un projet de société pour le futur, il y a peu de réponses. Pourquoi? Parce que dans les années 80, vous demandiez aux gens si le futur pouvait être souhaitable. On vous disait oui, c'est possible. Aujourd'hui, beaucoup moins de gens vont vous dire ça. Alors qu'en fait, c'est possible. Oui, et avec, on parle beaucoup d'acceptabilité dans cette émission, du fait qu'on est dans une période où il y a une partie des citoyens en Europe, aux États-Unis, ailleurs, qui freinent face à l'urgence de la transformation. L'idée, c'est justement de proposer un futur, de dire que c'est possible et qu'il y a un futur désirable. Vous aviez ça en tête? Exactement. La notion de futur désirable, de futur souhaitable est extrêmement importante parce que on a tendance à penser qu'il va falloir se résigner. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a des nouvelles formes de travail qui vont arriver. On a plein de transformations qui vont arriver. Et ces transformations, en fait, qui vont arriver dans 5, 10, 15 ans, elles se préparent aujourd'hui, à condition que collectivement, on fasse les bons choix. Oui, avec ce résultat du baromètre Glinfex ADEME de la consommation responsable, il y a pas mal de chiffres. 93% des Français qui désirent revoir en partie ou complètement le système économique, sortir du mythe de la croissance infinie. 83% qui voudraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place, et puis 87% qui estiment que plutôt d'innover à tout prix, il faudrait revenir à l'essentiel et au bon sens. Bon, la façon de poser les questions induit un peu les pourcentages, mais quand même, je voulais qu'on réfléchisse pour savoir à qui s'adresse ce livre-là. Qui doit le lire? Les responsables politiques, tous les citoyens? À qui vous l'adressez, ce livre? Alors, le mot, vous l'avez utilisé, pour moi, c'est avant tout un ouvrage citoyen. C'est-à-dire qu'il s'adresse à toute personne qui a envie de se sentir un minimum concerné et impliqué dans ce que peut être notre futur. Oui, d'accord. Et vous développez le concept de secteur ou d'économie quaternaire. De quoi il s'agit? Alors, pour comprendre le secteur quaternaire, il faut repartir un petit peu de ce qu'est le travail. Ce qu'on appelle le travail, c'est l'activité rémunérée par laquelle on crée de la valeur socio-économique. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Il y a 200 ans, travailler, ça voulait dire labourer un champ. Dans les années 50, travailler, ça voulait dire principalement être à l'usine. Aujourd'hui, pour 80% de la population active française, travailler, ça veut dire travailler dans le secteur tertiaire, le secteur des services. Un secteur qui n'existait pas de manière formalisée en 1950. La question que pose l'ouvrage et la réponse qu'elle essaye d'y apporter, c'est ça veut dire quoi travailler dans 20 ans? L'intelligence artificielle arrive et beaucoup de gens me disent, est-ce qu'on aura toujours de l'emploi, du travail dans 10-20 ans? Est-ce que les humains travailleront? Ou est-ce qu'on aura basculé dans une société de loisirs? Ça voudra dire quoi travailler? Et donc ça, c'est le principe du secteur quaternaire. Et le secteur quaternaire, c'est pas nouveau. Ça a été théorisé il y a plus de 50 ans et ça regroupe toutes les activités qui ne sont pas des activités productives, au sens qui créent directement de l'argent, comme on a dans les 3 premiers secteurs d'activité. Et la plupart de ces activités existent déjà. La santé, la sécurité, la solidarité, l'éducation, l'écologie. Tous ces sujets sont des sujets qui ne font pas vraiment de l'argent. Quand on travaille dedans, on ne gagne pas bien sa vie et c'est une vocation. Pourtant, si on arrête de le faire, la société ne fonctionne plus. La conviction que j'ai, c'est que la valeur se déplace petit à petit et le modèle économique que la France et que nombreux pays doivent mettre en place dans les 15 prochaines années, c'est comment est-ce qu'on fait de l'économie quaternaire une économie qui devient le principal réservoir d'emploi et qui est rémunérateur. D'accord. Alors avec un certain nombre de leviers ou d'idées, de concepts sur lesquels repose ce modèle, il y a l'innovation éthique, le revenu contributif, la démocratie participative, et puis l'économie circulaire et locale. On va un peu les détailler. Déjà, l'innovation éthique, en entendant ces mots, je vois bien ce que ça veut dire, mais comment vous la définissez ?
Alors, je la définis déjà en tant qu'idéologie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'intelligence artificielle, la robotique arrive de toutes parts. Et ce qu'on entend, c'est qu'il ne faut pas freiner l'innovation, on a besoin de rester compétitif. Ouais, on est dans une course au gigantisme, même, on pourrait dire, des États et des entreprises en matière d'intelligence artificielle. Et des entreprises aux États-Unis qui aujourd'hui disent attendez, avant d'embaucher, je veux que vous me prouviez qu'une IA ne peut pas le faire. Est-ce que c'est notre manière de penser en Europe, par exemple? J'en suis pas si certain. Et je pense en fait qu'en Europe, on va devoir dresser des lignes. On commence déjà à le faire avec le RGPD, avec la CSRD, qui sont des directives européennes sur l'intelligence artificielle et la responsabilité sociétale. Et donc, je pense qu'on va devoir dresser d'autres lignes en France et en Europe pour se dire on n'est pas prêt à innover à tout prix. L'innovation éthique, c'est ça, c'est se dire en fait comment on fait pour préserver les libertés, le potentiel des individus. Est-ce qu'un continent, alors même s'il y a on est plutôt dans une période de frein, notamment sur la CSRD ou sur la CS3D, sur la compliance, mais on est plutôt en Europe en train de freiner. Mais est-ce que l'Europe peut être le continent mieux-disant et garder sa compétitivité? Vous voyez ce que je veux dire? Même si je comprends bien qu'on est dans un modèle différent, mais est-ce qu'on peut être les seuls à se lancer, quoi? C'est très intéressant comme question. Est-ce qu'on peut être les seuls à se lancer? Parce que ça part aussi du principe qu'aujourd'hui, on est tous interdépendants, ce qui est une réalité, et c'est accéléré depuis la fin de la guerre froide. Je fais le pari que dans les années qui viennent, on va avoir une nouvelle refragmentation du monde par grands blocs, et notamment grands blocs idéologiques. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on peut être les seuls à se lancer? C'est la question, c'est comment on affirme ce modèle-là. Je ne pense pas qu'on ait vraiment le choix en tant qu'Européens si on veut que notre avenir soit souhaitable. Oui, c'est presque un choix idéologique, c'est ce que vous dites. Donc ça suppose aussi d'être le plus autonome possible, moins dépendant des biens et des services qui viennent des autres blocs. Et comme ce qu'on est en train de faire quelque part, c'est-à-dire si on est dépendant, ça doit être des amis. Oui, ça c'est assez compliqué parce que les amis peuvent être complexes. Voilà. Bref, on le voit avec les États-Unis. Le revenu contributif, là aussi, je veux bien que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Alors, il y a quelques minutes, vous avez parlé potentiellement d'une société du loisir. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense en fait que travailler est un vecteur d'accomplissement. Simplement, travailler évolue en fonction du temps. Et donc, je pense qu'il faut continuer à considérer la notion de travail, et la notion de travail au sens aussi bien d'effort que d'accomplissement, que de création de valeur. Et le revenu contributif a pour objectif de se dire demain, il y a des personnes qui pourront être embauchées par des entreprises parce qu'elles seront considérées suffisamment compétitives. Et il y a tout un tas d'autres personnes qui peut-être ne voudront pas jouer ce jeu-là ou qui ne le pourront pas parce qu'elles ne seront pas au niveau attendu par les entreprises. Et pour autant, ces personnes, elles peuvent contribuer fortement dans la santé, la sécurité, la solidarité, l'éducation. Aujourd'hui, 11 millions d'aidants. Et pas de modèle économique dessus. Donc le sujet demain, c'est beaucoup plus d'aidants. Et donc rien que ça, en fait, ça laisse ouvrir des débats sur peut-être que demain, les aidants de nos familles ne sont pas de notre famille. Mais ça veut dire même revoir les principes de la comptabilité au sein des entreprises. Alors bon, je vois que vous avez bien le sujet en tête sur les entreprises, mais aussi bien demain au niveau de l'État, ça ouvre le sujet de la triple comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité dans les entreprises, c'est le bilan financier. Et demain, en fait, c'est se dire, bah oui, mais les compétences qu'il y a dans mon entreprise, elles ont de la valeur. Ça peut être le bilan social. Le revenu décent que Michelin crée en place va peut-être impacter son bilan financier, mais impacter positivement son bilan social. Oui, donc ça, c'est déjà, on est dans la double matérialité, c'est déjà ce que propose le règlement européen, la CSRD. Bon, alors, attention, avec le bilan extra-financier, il y a un peu de ça. Il le propose. Voilà, avec le bilan extra-financier, il y a un peu de ça. Bon. Donc l'objectif de la triple comptabilité, c'est aussi de rappeler que les gens sont très rationnels, notamment les directeurs financiers, et que demain, un directeur administratif financier, un DAF, qui regarde son bilan, qui a 3 comptabilités financières, sociales, environnementales, il ne prend pas les mêmes décisions. Oui, il faut que ce soit intégré à son On améliore que ce qu'on mesure. La démocratie participative. Alors, il y a beaucoup de politiques qui nous la promettent, la démocratie participative. D'ailleurs, ça a eu lieu. Il y a eu des conventions citoyennes. Quand je lis ça, je me dis, ça veut dire quoi? Vous ne faites pas confiance aux parlementaires pour faire évoluer la société? Non, j'ai confiance dans la démocratie, et notamment la démocratie représentative, mais ce n'est pas exclusif. En fait, la démocratie participative, selon moi, dans la manière dont je le conçois, elle part avant tout du principe qu'il faut former et éduquer les citoyens. Aujourd'hui, la plupart des citoyens ne sont pas dans les dispositions de prendre des mesures qui sont souhaitables pour le plus grand nombre, tout en permettant en fait la durabilité économique, sociale, environnementale. Pourquoi? Parce que la plupart des gens voient leurs propres enjeux. Et donc la démocratie participative, c'est aussi bien le droit de pouvoir contribuer via plus de référendums par exemple, mais également
une forme d'éducation continue des citoyens sur les enjeux qui les gouvernent au quotidien. Ouais, dernier thème, l'économie circulaire et locale. Alors ça, on en parle très souvent dans cette émission. Elle pèse encore trop peu dans notre économie. Comment la développer, d'après vous ? En laissant plus d'autonomie aux régions, je pense déjà. Peut-être en développant aussi, aujourd'hui notre concept de monnaie est un concept extrêmement centralisateur et un concept potentiellement qui casse les logiques et les dynamiques locales. Donc le retour de monnaie locale dans certains endroits montre à quel point ce concept de monnaie locale, il est lié à la capacité à pouvoir créer des cycles courts et des écosystèmes extrêmement régionaux. Merci beaucoup Jérémy Lamry. Votre livre 2045 futurs possibles et comment s'y préparer est publié aux éditions Erol. On passe à notre débat avec les résultats d'une étude édifiante sur la désinformation climatique. La désinformation climatique au programme de notre débat avec Lou Velgreen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la secrétaire générale de Data for Good et Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chef du service environnement-climat chez nos confrères de RFI. On présente Data for Good en quelques mots pour commencer. Oui, bien sûr. Donc Data for Good, en fait, c'est une communauté de plus de 7000 experts de la tech bénévoles qui vont donner de leur temps pour accompagner des associations qui n'ont pas les ressources financières ou techniques pour pouvoir mener des projets data et qui luttent pour la justice sociale et climatique, tout en essayant aussi de lutter contre l'hégémonie de la technologie. Donc on essaye d'inventer une troisième voie plus sobre de l'usage de la technologie. Et vous avez donc mené une étude sur la désinformation climatique passionnante dont on va parler ensemble. Simon Rosé, à RFI, vous avez choisi de créer un service environnement-climat. Depuis quand il existe et puis surtout pourquoi vous l'avez créé ? C'est une longue histoire. Le service, il a un peu plus d'un an. Je crois que le premier jour, c'était le 22 janvier 2024. Longue histoire parce que le projet remonte à 5-6 ans auparavant. Évidemment, ça ne voulait pas dire qu'on ne parlait pas d'environnement ni de climat dans RFI, mais c'était un desk qui était adossé à un autre service et on réfléchissez, vu le réseau de correspondants de RFI, on a des correspondants dans quasiment tous les pays du monde et on estimait que le mettre à profit pour parler de ces enjeux qui sont transversaux, qui sont mondiaux, c'était la bonne idée. Après, des réflexions sur la pertinence ou pas de créer un service, est-ce qu'avec le risque que les autres services lâchent l'affaire, en fait, ils se disent, bon, c'est bon, il y a les copains d'à côté qui peuvent le faire. Donc, toutes ces réflexions ont mis plusieurs années à accoucher. On avait tenté un système de référent environnement au service international, au service économie, au service politique. Ça a plus ou moins bien marché et finalement, on a eu une nouvelle direction avec l'arrivée de Jean-Marc Four à la tête de RFI il y a maintenant 2 ans, qui a repris un peu notre projet, puis qui a dit go, et donc le temps que ça se monte, ça passe devant les instances, et voilà. Donc ça existe depuis à peu près 18 mois. Avec donc cette étude menée par Data for Good, peut-être un mot de la méthode. Comment vous avez cherché à détecter la désinformation climatique ? D'accord. Donc, cette étude, elle a été menée conjointement avec 2 autres organisations, donc Cota Climat, qui est experte sur le traitement médiatique de l'écologie, et Science Feedback, qui sont des experts du fact-checking climatique et de la santé. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on a construit notre méthodologie, avec 3 expertises différentes qui nous ont permis en fait de récupérer l'intégralité de ce qui se dit dans les médias traditionnels, dans les journaux d'information, de 18 chaînes différentes, d'analyser quand des extraits parlent de climat, puis ensuite d'entraîner un modèle qui est capable de détecter la désinformation. Et puis par-dessus, et ça c'est la phase la plus importante, c'est qu'on a toujours et systématiquement une validation humaine d'experts par-dessus qui viennent qualifier la donnée en tant que désinformation ou non, et surtout ajouter des sources pour certifier la rigueur méthodologique. Avec ce chiffre que vous nous donnez, 128 cas de désinformation climatique recensés au premier trimestre de cette année 2025 dans les principaux médias audiovisuels nationaux français. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment les médias traditionnels dont on parle. Alors, je ne me rends pas compte, 128 cas de désinformation, est-ce que vous jugez que c'est beaucoup ? On peut dire que une désinformation c'est déjà trop, mais comment vous évaluez ça ? Alors oui, donc 128 cas, c'est 128 cas qui ont été recensés sur 3 mois. Ouais. Donc c'est important de le montrer. Je pense que c'était ça l'objectif de notre étude, de poser un premier constat. Ouais. 128 cas, ça veut dire en moyenne 10 cas par semaine. Et ce qui est important aussi, c'est que ces médias, en fait, ils sont très regardés. En fait, on a qui touchent beaucoup de publics. Touchent beaucoup de gens, donc on a l'impression qu'on ne regarde plus la télé. C'est totalement faux. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 millions de Français qui regardent quotidiennement des médias traditionnels et surtout qui leur
accordent énormément de confiance. Donc selon un sondage, 69% des Français accordent une confiance à l'information qui provient des médias traditionnels, contre 29% des médias, des réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un enjeu que ces médias aujourd'hui représentent des remparts pour l'intégrité de l'information, et ils doivent du coup garantir la qualité de l'information qui est fournie. Oui, effectivement. Comment vous faites, Simon Rosé, pour éviter de tomber dans ces pièges de la désinformation climatique? Il y a plusieurs niveaux. On a mis les moyens déjà. On a un service de 11 personnes avec un fonctionnement qui est propre à RFI, où RFI émet en plusieurs langues. Là, on a décidé d'intégrer des référents de l'antenne en chinois, par exemple, de l'antenne en espagnol, intrinsèquement au service, donc on est vraiment tous ensemble. Il y a toute l'équipe d'Anne-Cécile Brad, donc, qui anime l'émission C'est pas du vent depuis 15 ans, qui est une historique, qui est avec nous, et tout un effort de formation qui a été fait également, qui est très important auprès de tout l'encadrement intermédiaire. Les rédacteurs en chef adjoints, la direction de l'info a eu une formation sur ces enjeux-là de 2 ou 3 jours, ça dépendait des Il y a formats. des vérités scientifiques, on ne peut pas les remettre en cause, quoi. Il y a des faits, il y a des faits qui sont appuyés par la science. Donc après, on n'est jamais à l'abri d'un incident d'antenne, d'un invité qui lance quelque chose qui est factuellement faux et que le présentateur, sur le moment, n'a pas le réflexe d'aller le corriger. Ça peut arriver. Pour l'instant, on est passé entre les gouttes. Je ne dis pas que ça nous arrivera jamais, mais en tout cas, on essaie. Il y a cette sensibilisation. On parlait tout à l'heure de la crainte que les sujets environnementaux et climatiques soient cantonnés à notre service. Et au contraire, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Ça irrigue plutôt, typiquement, le service avec lequel on travaille le plus, c'est le service économie. Donc, il y a une appétence parce qu'on voit vraiment la transversalité des sujets de transition qui touche un peu tout le monde. Donc, il y a cette acculturation qui se fait. Est-ce que les autres journalistes viennent vous voir, vous consulter en tant qu'expert climat-environnement? Je ne dirais pas expert, mais mais en tout cas, en tant que service ressources, oui, c'est un peu l'idée de faire ce hub au milieu de la radio. Oui. Alors effectivement, il y a la question du direct. Vous citez notamment le cas de l'ancien ministre Luc Ferry sur la voiture électrique. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment réagissent les journalistes? Pourquoi c'est de la désinformation? Alors, ce cas-là en particulier, c'est de la désinformation parce qu'il affirme que la voiture électrique pollue beaucoup plus que la voiture thermique. Et en fait, à la fois, c'est trompeur parce que, en fait, la voiture électrique, disons, elle émet plus au moment de sa fabrication, mais sur toute sa durée de vie. Il faut prendre le cycle de vie complet, quoi, bien sûr. Prendre le cycle de vie complet, sous réserve que l'électricité, bien sûr, consommée dans le pays soit décarbonée, ce qui est exactement le cas en France. Et donc, en fait, tout ça, ça vient instiller du doute dans la mise en place des mesures pour mettre en place la transition. Et donc, du coup, ça freine l'adhésion des citoyens à ces mesures-là, et donc ça ralentit leur mise en route. Donc, en fait, la polarisation sur les questions d'écologie, c'est un peu une espèce de cheval de Troie, de détricotage de l'adhésion sociale et citoyenne. Est-ce qu'il y a aussi un effet domino entre, par exemple, les réseaux sociaux et les médias traditionnels? C'est-à-dire des fausses informations, de la désinformation climatique qui naît sur les réseaux sociaux, et puis les médias traditionnels finissent par en parler eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a une porosité très forte entre les médias et les réseaux sociaux. Et les médias peuvent en fait reprendre des thématiques qui sont viralisées sur les réseaux sociaux. Et de par ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait qu'on leur fait beaucoup plus confiance aussi, peuvent en fait standardiser et normaliser une croyance qui n'aurait pas dû. Donc, encore une fois, ils ont ce rôle de rempart à jouer par rapport au narratif des réseaux sociaux. Est-ce que vous la ressentez parfois, cette pression on la ressent tous, des réseaux sociaux quand on est dans un média un peu plus traditionnel? Il y a 4 ou 5 collègues qui disent « T'as vu ça ?» Il faut qu'on en parle, quoi. Ça peut arriver en conférence de rédaction. Et c'est là l'autre avantage du service, c'est la présence en conférence de rédaction tous les matins où il y a tous les chefs de service qui se retrouvent. Auparavant, ces enjeux-là n'étaient pas forcément représentés. Il n'y avait pas cette expertise que vous évoquiez. Après, RFI reste un média particulier qui est tourné vers l'international. 80%, 90% de nos auditeurs se trouvent en Afrique. Donc, on ne va pas avoir les mêmes thématiques qui vont émerger sur les réseaux sociaux. On va être plus sur la présence française en Afrique, ce genre de choses qu'on commence à avoir beaucoup. C'est moins le cas sur ces sujets de transition qui n'est pas au même stade en Afrique que ça ne l'est, par exemple, en Europe aujourd'hui. Vous avez des référents environnement un peu partout dans le monde, en fait. Vous avez essaimé, en quelque sorte? Pas forcément dans le monde, mais dans nos rédactions en langue étrangère. Dans
la rédaction russe, dans la rédaction en chinois, en espagnol, en portugais, en anglais, en brésilien. Il y a dans chaque en khmer, il y a des référents environnement. On échange, on pourrait le faire plus parce que après c'est vrai qu'eux aussi ont leur antenne alimentée, donc ils ont du travail. Mais oui, c'est l'idée, c'est de travailler ensemble et essayer de monter en puissance là-dessus. On a également des langues africaines à RFI avec des rédactions qui sont délocalisées à Dakar et au Nigeria, en mandingue, en fulfulde, en kiswahili, en hausa. Donc essayer de travailler avec eux pour vraiment être au plus proche de ces enjeux et de dire des choses qui concernent le plus nos auditeurs qui se trouvent en Afrique où ce ne sont pas vraiment les mêmes enjeux qu'ici. Ouais. Lou Velgrin, pendant cette étude, il y a eu la semaine d'investiture de Donald Trump fin janvier. Ça a été un pic de désinformation climatique, ce moment-là? Oui, je pense que c'est aussi une des conclusions du rapport, c'est de montrer que, en fait, il y a des pics de désinformation à des moments géopolitiques et politiques importants, et que ça montre la porosité en fait du débat public à la désinformation et le besoin en fait de construire des remparts forts pour être capable de garantir un débat sain et démocratique autour de ces sujets. Ça suppose comment je peux dire ça, une formation ou le fait de posséder collectivement un niveau de connaissance équivalent. Vous voyez, je pense à la fresque du climat, on en parle souvent ici dans le milieu économique, le fait que ça permet une prise de conscience qui ensuite essaime en action concrète dans les entreprises. Est-ce qu'il y a besoin de ça dans les médias? C'est sûr qu'il y a un fort enjeu de formation et de compréhension des journalistes des enjeux environnementaux pour qu'ils soient à la fois capables de répondre en cas de grosses aberrations, mais aussi pour pouvoir garantir le pluralisme. Oui, parce que c'est pas facile en direct. On a un invité qui balance quelque chose, on dit oh là, ça m'a l'air énorme, mais j'ai pas forcément les arguments précis là tout de suite pour le contrer. C'est pas simple. Exactement. Ça vous est déjà arrivé, ça? Pas moi, parce que je fais peu d'émissions en direct, je suis plutôt du côté de l'autre côté. Mais je reviens sur l'enjeu de, il n'y a pas de secret, mettre les moyens. On est une équipe de 11 personnes dédiées à temps plein sur ce sujet, avec des spécialités sur le climat, sur la biodiversité, sur la question de la dégradation des sols et la désertification. Chacun a son domaine de prédilection. On est tous un peu généralistes, mais chacun regarde un peu plus en profondeur sur la transition des entreprises, la transition énergétique, sur les enjeux de sécurité climatique. Il n'y a pas de secret, si on veut faire du bon boulot, il faut y mettre les moyens. Et puis il y a aussi l'enjeu d'être capable d'apprendre des erreurs qui sont arrivées, c'est-à-dire si une fois il y a un cas avéré, on n'a pas su répondre, essayer en fait d'apprendre de cette expérience-là pour monter en connaissance générale et savoir mieux le gérer la prochaine fois. Il y a des médias plus poreux que d'autres à la désinformation climatique? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, du coup, je pense qu'un des points clés aussi de l'étude, c'est de dire que ce qui est important, c'est qu'à la fois on constate qu'il y a de la désinformation climatique transmédia, donc elle est présente dans de nombreux médias. Bien sûr. Et bien sûr, il y a certaines chaînes qui désinforment beaucoup plus que d'autres, avec notamment, on a constaté que 80% de la désinformation avait lieu dans des médias privés. Donc c'est intéressant aussi de voir cette différence entre médias privés et publics qui n'ont pas non plus les mêmes responsabilités en termes d'information générale. Oui, on espère que les médias privés ont le sens de la responsabilité. Bref, avec parfois des discours complotistes qu'on laisse vivre sur certaines chaînes. Oui, qu'on provoque d'une certaine manière. On se caresse dans le sens du poil un public qui voudrait entendre ces discours complotistes. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. On espère qu'on n'a pas laissé passer trop de désinformation climatique dans cette émission. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Alexandre Stegner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chercheur au CNRS, cofondateur d'Amphitrite. Vous l'avez créé en 2021 avec l'océanographe Briac Levu et le spécialiste en intelligence artificielle Evangelos Moskos. C'est quoi la mission, l'ambition d'Amphitrite? Alors, l'ambition d'Amphitrite, c'est de fournir des modèles pour l'océan, utilisant l'intelligence artificielle. Il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place. On a vu apparaître en 2022 des grands groupes, Nvidia, Google, Microsoft, qui ont lancé des modèles de prévision numérique du climat, de prévision numérique de la météorologie. Et nous, on cible vraiment ce qui se passe sur l'océan et à la surface de l'océan. Et on fait des modèles experts pour fournir des informations les plus fiables et les plus précises pour différents utilisateurs. Alors, il y a plein d'utilisations. Il y en a une qui est assez frappante. C'est une sorte de bulletin quotidien des courants marins, c'est ça? Alors,
effectivement, moi je suis océanographe et quand on fait des campagnes, des missions en mer, on se rend compte de la qualité des prévisions qui sont disponibles et les courants, c'est quelque chose qui est très difficile. Et lorsqu'on déploie des instruments en mer, on se rend compte que les prévisions sur les courants, c'est pas toujours ça. Et nous, on utilisait beaucoup les observations satellites et on a développé des modèles IA qui fusionnent toutes ces données satellites pour fournir maintenant des prévisions des courants beaucoup plus fins et beaucoup plus précis que ce qui existait jusqu'à présent avec les modèles traditionnels. Et donc, on imagine tout de suite le cas d'usage, notamment pour le transport maritime. Alors, il y a plein de cas d'usage, mais effectivement, le transport maritime en est un, parce que c'est relativement simple d'essayer de positionner les navires du bon côté des courants, de prendre la veine du bon côté. Et là, en ce moment même, au moment où je vous parle, on est en train de guider un navire qui traverse, qui suit la veine du Gulf Stream. Il a fait une pointe de vitesse qu'il n'a jamais vue sur son navire, il est extrêmement content. Donc ça veut dire des gains de temps, des gains de carburant, j'imagine. Des gains de temps, des gains de carburant. Forcément, un gain de temps, ça veut dire qu'on arrive plus tôt, donc on consomme moins. Mais on peut augmenter ces gains de carburant si on ajuste la vitesse pour arriver à temps, je dirais. Donc on réduit un peu la puissance de son navire, on appuie un peu moins sur la pédale de l'accélérateur et on consomme moins. Et on consomme encore moins que le gain. Alors il y a d'autres cas d'usage de cette cartographie, ce bulletin quotidien des courants marins ? Alors, en dehors du transport maritime. Alors, en dehors du transport maritime, on a des cas d'usage pour détecter certaines structures, des tourbillons, des veines de courant qui peuvent impacter, par exemple, la propagation des plastiques. Donc ça, c'est des applications, je dirais, plus liées à l'environnement, mais il y a aussi des applications liées à l'acoustique sous-marine. Qui sont liées avec ce qu'on peut détecter en surface avec des satellites. Ça veut dire que dans les secteurs qui sont potentiellement intéressés par Amphitrite, bon, il y a le transport maritime, peut-être la défense aussi, la détection de menaces. Alors, la défense, bien entendu, ils sont intéressés par les meilleures prévisions, les meilleures savoir quelles sont les meilleures prévisions sur l'état de mer, sur effectivement les courants. Quand ils déploient des drones, ces drones peuvent être emportés plus ou moins par les courants. Donc, toutes ces informations sont très utiles. Donc, on travaille avec eux. Moi, historiquement, j'ai beaucoup de contacts avec le CHOM depuis de nombreuses années. Avec le CHOM, le service océanographique de la marine. D'accord, ok. Je ne connaissais pas l'acronyme. Quel défi vous avez dû relever pour réussir à faire cette proposition aujourd'hui à des clients ? Alors, le défi quand on est chercheur, c'est de passer d'une technologie à un produit. Parce que le client, par exemple, il ne va pas prendre la donnée comme ça, il faut que la donnée soit sous le bon format. Pour certaines compagnies maritimes, il faut qu'on ait des API qui fournissent la donnée très rapidement, très vite, sur les formats qui conviennent aux utilisateurs. Et directement pour un commandant de bord, c'est d'avoir une interface sur laquelle il puisse, lui, directement choisir. Il faut qu'il voit la carte. Il faut qu'il voit la carte. Je vais plutôt dans telle direction. Et en plus de ça, qu'on l'aide à lui dire, s'il prend tel et tel waypoint, il sera du bon côté. Oui, effectivement. Et donc ça a été compliqué. Ça a pris quelques années de recherche et développement, j'imagine. Alors, c'est pas compliqué en soi, mais il faut comprendre quelle est la meilleure forme sur laquelle l'utilisateur a besoin de cette information. Et donc, c'est beaucoup de discussions avec des commandants de bord pour comprendre de quoi ils ont besoin et sous quelle forme. Et donc, aujourd'hui, vous avez des clients parmi les grandes compagnies de transport maritime. Vous en êtes à quel stade, en fait, du développement d'Amphitrite ? Alors, on est au stade, justement, où on développe ces produits pour les utilisateurs. Et on est en contact avec des très grandes compagnies qui ont déjà tous ces outils-là, ils ont juste besoin de la donnée, ou des compagnies plus petites qui, elles, aiment bien avoir une interface qui les aide à guider leur Mais est-ce que ça veut dire que... Ma question, c'est une question de béotien, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais on va avoir tous les bateaux à la queue leu-leu sur la même route. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est déjà le cas. Je dirais, la plupart des bateaux suivent des grandes routes maritimes, plus ou moins autour de ces grandes routes. Et après, en fonction du type de navire, en fait, parce que le routage se fait non seulement sur le courant, mais également sur le vent et les vagues, les types de navires font qu'ils ne vont pas forcément prendre exactement les mêmes routes parce qu'ils ne seront pas impactés de la même façon pour les autres conditions météo. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Segner, et bon vent à Amphitrite. C'est la déesse grecque de la mer, si je ne C'est la déesse grecque de la mer qui est, je dirais, aussi accélérée par les nouveaux outils d'IA et la collaboration qu'on a aujourd'hui avec NVIDIA. Merci beaucoup. À demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. C'était notre dernier enregistrement ici à Châteaubriand. Et donc, je voudrais remercier un grand merci à toutes les équipes techniques qui ont bossé avec nous depuis des années sur cette émission. C'était et c'est toujours un bonheur de bosser avec vous. Merci.